Il y a des matchs de football qui se terminent sur un score, et puis voilà. Et il y a ceux qui se terminent sur une histoire. Ah oui, complètement. Des rencontres qui quittent le terrain du sport pour devenir un véritable drame en 120 minutes, avec des héros, des retournements de situation. Une tension à couper au couteau. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on s'attaque justement à l'analyse d'un de ces matchs, une finale de Coupe d'Afrique des Nations fictive, mais tellement plausible, entre le Sénégal et le Maroc. On s'appuie sur le débrief à chaud de la chaîne YouTube Le 11 débrief, et notre but, c'est de comprendre comment cette rencontre a pu faire passer tout le monde par, je cite, toutes les émotions. Exactement. Et au-delà du score, ce qui est fascinant, c'est la psychologie du match. Oui, On va vraiment se pencher sur le point de bascule. Le moment où ça n'est plus une question de technique, mais de nerfs, de résilience, de caractère, quoi. bon, alors allons-y. Le contexte de départ, il est posé très clairement. Oui, La première mi-temps, c'est un siège. Le Sénégal domine, mais d'une force. C'est occasion sur occasion sur le but marocain. une vraie vague. Une vague, voilà. Logiquement, à ce rythme, le match aurait dû être plié à la pause. Pourtant, 0-0. Alors c'est de la maladresse sénégalaise ou il y a autre chose? Ah, c'est bien plus que de la maladresse. Face à cette vague, il y a un homme qui se transforme en mur. Le gardien. Le gardien marocain Yassine Bounou. Le débrief est dithyrambique à son sujet. Il le qualifie de patron du Maroc, il fait une finale exceptionnelle. D'accord. Il fait pas juste quelques arrêts, hein. Il enchaîne les parades monstrueuses. Chaque tir, chaque tentative, il repousse tout. On parle souvent d'un gardien en état de grâce, mais l'impact, ça va au-delà de juste empêcher le ballon de rentrer, non? Ça produit quoi dans la tête des deux équipes, une performance comme ça? Ça change absolument tout. Pour ces défenseurs qui sont sous une pression de dingue, c'est une bouffée d'oxygène. Ils plient, mais ils savent qu'ils ont une assurance vie derrière eux. Ça leur donne la force de continuer? Voilà. Mais l'effet le plus dévastateur, c'est sur les attaquants sénégalais. Ah, j'imagine, ça doit être terrible. Tu fais le geste parfait, la frappe est bonne, et à chaque fois, il y a cette main ou ce pied qui traîne. C'est ça. Le doute commence à s'installer. C'est un poison. C'est un poison lent. Au début, tu te dis pas de chance. Mais au bout de la 3e, 4e occasion franche, tu commences à te demander. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Exactement. Bounou, il ne sauve pas juste des buts. Il réécrit le scénario mental du match. Il installe l'idée que même en faisant tout bien, le Sénégal ne marquera pas. Et en faisant ça, il maintient son équipe en vie et il prépare le terrain pour le chaos qui va suivre. Ce chaos, on y arrive. Parce qu'un match comme ça peut pas rester dans cet état de tension indéfiniment. Donc on a ce tableau, le Sénégal qui domine mais qui bute sur un mur, le Maroc qui souffre mais qui survit. On sent que quelque chose va craquer. Ah oui, c'est obligé. Et ça craque au pire moment, 97e minute. Le temps additionnel du temps additionnel. Le moment où la lucidité disparaît, où les nerfs prennent le dessus. Et là, enfin, la délivrance pour le Sénégal. Le but, l'explosion de joie, on imagine la fin du calvaire. Et non? Sauf que non. La joie, elle est de très courte durée. L'arbitre siffle une faute, annule le but. Et là, c'est l'incompréhension totale. Et c'est là que la controverse commence vraiment. Le débriefeur, il le précise bien. C'est son opinion, mais il est catégorique. Pour moi, il n'y a rien du tout. D'accord. Il analyse l'image et il pointe que c'est le défenseur marocain Hakimi qui semble initier le contact en mettant la main le premier. Mais en fait, c'est même pas ça le plus important. Ah non? C'est quoi alors? Non. Ce qui le rend fou, c'est le processus. L'arbitre prend sa décision, seul, et il ne va même pas consulter l'écran de la VAR. C'est ça le point de friction. C'est ça. Il martèle que c'est pas normal du tout. Mais pourquoi c'est si important ce détail? Une décision, c'est une décision, non? C'est toute la subtilité de l'arbitrage moderne. La VAR, à la base, elle a été créée pour corriger les erreurs manifestes. Mais elle a aussi créé une attente psychologique. Une attente de vérification, de transparence. C'est exactement ça. Dans le moment le plus critique d'une finale, quand tu annules un but qui peut donner le titre, ne pas prendre 2 minutes pour aller voir l'écran, c'est perçu comme un acte d'arrogance. Ou pire. De partialité. Voilà. Donc peu importe si sa décision était la bonne ou pas, le fait de ne pas la vérifier publiquement, ça la rend suspecte. Inacceptable pour l'équipe qui se sent lésée. D'accord, je vois. C'est la perception qui crée l'incendie. C'est ça. La non-utilisation de la technologie devient plus controversée que la décision elle-même. Cet instant, c'est plus un fait de jeu, c'est un choc émotionnel, un sentiment profond d'injustice qui s'empare de toute l'équipe sénégalaise. Et l'incendie prend. Mais immédiatement.
Parce que l'ascenseur émotionnel est d'une brutalité Sans nom. son nom. Non seulement le but de la victoire est refusé à la 97e, mais dans la confusion, l'arbitre accorde un penalty Pour le Maroc. pour le Maroc. On passe d'un titre quasi acquis pour le Sénégal à une balle de match pour le Maroc, en moins d'une minute. C'est le scénario du pire. Le coup de massue absolu. À tel point que les joueurs sénégalais y craquent. C'en est trop, le sentiment d'être volé est si fort qu'ils décident de tout arrêter. Il quitte le terrain. Ils quittent le terrain. On n'est plus dans le foot, là. C'est une mutinerie en direct. La finale est à quelques secondes de se finir sur un forfait. Dans le chaos le plus total. On imagine la scène. La confusion, la colère. Et c'est là qu'un homme va changer le cours de l'histoire. Et pas avec un ballon. Sadio Mané. Ah, Mané. Il est décrit comme une légende, et ce qu'il fait à ce moment-là, ça le justifie. Alors que ses coéquipiers sont déjà en train de rentrer au vestiaire, il intervient. Il va les chercher, il les harangue. C'est une image incroyablement forte. Ce n'est plus le joueur star, là. C'est le leader. Le leader qui refuse de laisser son équipe sombrer. On a même les mots qu'il aurait utilisés, et ils sont d'une puissance. Ah oui. Il leur aurait crié « Vous revenez sur le terrain tout de suite, vous revenez, vous allez vous battre comme des hommes ». Waouh. Direct. C'est direct, c'est brutal, mais c'est exactement ce qu'il fallait. Le commentaire dans le débrief est sans appel. Mané m'a demandé ce que j'aurais fait à sa place. Je lui ai répondu que j'aurais continué à jouer car le résultat n'était pas scellé. L'entraîneur français Claude Leroy a révélé les détails d'une conversation qu'il a eue avec le joueur sénégalais Sadio Mané au moment où l'équipe du Sénégal avait quitté le terrain lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Lors d'entretiens avec la presse, Leroy a raconté: quand Mané est resté seul sur le terrain, il est venu me demander: qu'aurais-tu fait si tu avais été à ma place? Je lui ai répondu: j'aurais continué à jouer, car rien n'est jamais décidé. Ensuite, Sadio a ramené ses coéquipiers sur le terrain, a poursuivi l'entraîneur français. L'équipe sénégalaise s'était retirée du terrain dans une scène dramatique pour protester contre l'octroi d'un penalty, jugé correct, en faveur du Maroc, lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça soulève une question fascinante sur le leadership. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment précis, c'est lui qui est écouté? C'est plus une question de brassard de capitaine. Non, plus du tout. C'est une question de légitimité, de charisme. Mané, il a compris avant tout le monde que la colère, même légitime, allait les mener à une défaite honteuse sur tapis vert. Il a réussi l'impossible, transformer ce sentiment d'injustice en carburant. Plutôt qu'en poison. C'est un tournant qui ne se joue pas avec les pieds, mais avec la tête et le cœur, comme tu disais. Tout à fait. La scène est donc plantée pour le prochain acte. Les Sénégalais reviennent sur le terrain, chargés d'une rage froide, d'une nouvelle détermination. Mais ils sont toujours sous la menace de ce penalty. 100e minute. Brahim Diaz a la coupe au bout du pied pour le Maroc. La pression est maximale, sur lui, mais aussi sur le gardien sénégalais, Mendy, qui doit faire face à cette balle de match après avoir vu son équipe revenir de l'enfer. Et là, nouveau coup de théâtre. Brahim Diaz ne choisit pas la sécurité, pas la frappe en force. Non. Il tente le geste le plus audacieux, peut-être le plus arrogant. Une panenka? La panenka, à ce moment-là. Une petite balle piquée, tout en douceur. Un pari total sur le fait que le gardien va plonger. Le geste ultime du sang-froid. Quand il réussit, bien sûr. Et là, il échoue. Spectaculairement. Mendy, peut-être parce qu'il n'a plus rien à perdre, ne bouge pas. Pas d'un centimètre. Il reste au milieu. Il reste au milieu et il bloque le ballon presque nonchalamment. L'humiliation est totale. Et bien sûr, une question a émergé. Et s'il avait fait exprès de rater? Ça te paraît crédible, ça? Pas une seule seconde. Et l'analyse du débrief est très logique là-dessus. Si un joueur veut délibérément rater un penalty, il choisit la discrétion. Il pousse la balle mollement sur le côté. Exactement, il tire à côté, au-dessus, il ne choisit pas le geste le plus personnel, le plus technique et le plus risqué qui soit. Rater une panenka, c'est un suicide sportif. Personne s'inflige ça volontairement. C'est donc un excès de confiance, alors? Il a voulu être le héros de la manière la plus spectaculaire? C'est exactement ça. La panenka, c'est un pari psychologique. C'est une déclaration de supériorité. C'est dire à l'adversaire « je suis tellement au-dessus de toi que je peux te battre avec des involtures ». Et quand ça rate? Quand ça rate, surtout à ce moment-là, le message s'inverse violemment. Ça devient le symbole de l'arrogance punie. Pour le moral du Maroc, qui se voyait déjà soulever la coupe, c'est un coup de massue. Peut-être encore plus violent que de taper le poteau. C'est incroyable. Si on prend juste un peu de recul sur cette séquence, en l'espace de 3 ou 4 minutes, on a eu un but refusé, une menace de forfait, l'intervention d'un leader qui sauve son groupe et une balle de match manquée de la façon la plus démoralisante possible. L'élan psychologique, il a complètement basculé. Il ne pouvait aller que dans un sens après ça. C'est clair. Le Maroc a eu l'occasion en or de tuer le match et l'a gâché.
Le Sénégal, lui, est revenu des morts. Ils ont traversé l'injustice, la colère, le désespoir, et ils sont encore là. Ils ont tout transformé en force collective. À ce stade, ce n'est plus une question de football. Plus du tout. Et le dénouement, du coup, il semble presque écrit d'avance. Le débrief est très direct. Durant les prolongations, le Sénégal vient punir le Maroc. La sanction. L'équipe qui a su surmonter l'adversité, qui a trouvé des ressources insoupçonnées, finit par l'emporter. L'expression finale de l'analyste résume tout. C'est une dinguerie ce qui s'est passé ce soir. Et on peut le comprendre. En résumé, ce qui ressort de cette analyse, c'est que ce match a été bien plus qu'une simple confrontation sportive. C'était une épopée, une leçon sur la résilience, sur l'impact d'un vrai leader. Sur la puissance du mental. Exactement, la puissance du mental qui peut renverser une situation qui semble totalement perdue. Absolument. Et pour nourrir la réflexion, on peut se poser une dernière question un peu provocatrice. Je t'écoute. L'analyse se concentre, et à juste titre, sur l'injustice subie par les Sénégalais. Mais si on retourne le problème, sans ce but refusé, sans ce sentiment d'injustice flagrant qui les a galvanisés, est-ce qu'ils auraient gagné ce match ? C'est une excellente question. S'ils avaient marqué leur but normalement, peut-être qu'ils se seraient contentés de gérer et on n'aurait jamais vu cette démonstration de force mentale. C'est possible. On peut se demander si le moment qui aurait dû les anéantir, cette décision arbitrale qui a failli les faire quitter le terrain, n'a pas été, paradoxalement, l'étincelle indispensable qui a allumé le feu de leur victoire. C'est fou de se dire ça. Parfois, c'est au bord du précipice qu'on trouve la force de s'envoler.